Merci. Doctor Who, Et là je lui dis, c'est pas post-moderne chérie, c'est méta-moderne. Sacré Nico. C'est pas si drôle que ça en fait. Remets-toi mon vieux. Genre, vous saviez pas ce qui allait sortir de là. Juste le plus grand symbole phallique de l'histoire de l'art et du cinéma. Salut à tous. Bon voilà, normalement j'aurais dû terminer mon cycle de vidéos sur art et sexe avec l'analyse de l'origine du monde, mais ça aurait été loupé l'occasion rêvée de parler du papa de ce pénis sur pattes qu'est le xénomorphe. Donc que vous soyez fan d'aliens ou simplement curieux d'un artiste obsédé par le sexe, préparez-vous car aujourd'hui, on parle de Giger. Hans Ruedi Giger est né en Suisse en 1940. Très jeune, il est marqué par La Belle et la Bête de Jean Cocteau et développe un goût pour le fantastique et l'inquiétant. S'il s'amuse à confectionner un train fantôme, son vrai dada ce sont les armes à feu. Juste avant la puberté, je me passionnais pour les armes que je collectionnais, surtout les revolvers. Dès mes 10 ans, j'aurais pu armer une bonne vingtaine de personnes, explique-t-il. Dessins pour des revues underground indépendantes, pochettes de disques et affiches sont les premiers supports sur lesquels il explore ses thèmes de prédilection. Les armes à feu donc, mais aussi la mort, le corps et plus particulièrement le squelette. Bref, Hans est un jeune homme imaginatif et torturé à souhait. Rien d'étonnant à ce qu'il n'aille chercher du côté de l'art de quoi s'exprimer. Après avoir vu le titre de cette partie, devinez à qui Giger s'intéresse beaucoup. Allez, c'est pas compliqué. Bah oui, Giger est fan de Papy Freud, surtout de ses travaux sur le rêve. Il décide de retranscrire ses propres rêves dans une série qu'il intitule Un festin pour le psychiatre. Son trait s'affine et laisse transparaître ses fantasmes et ses peurs, bref, en un mot comme en sang, il laisse s'exprimer son inconscient. L'autre grosse influence de Giger, c'est l'écrivain Lovecraft. Ce dernier a créé certaines des créatures les plus sexualisées de l'histoire de la littérature. Les matières visqueuses associées au sexe féminin sont un peu un motif récurrent de son œuvre. Entre son intérêt pour Freud et celui pour Lovecraft, il n'est pas surprenant de voir le sexe tenir un rôle central dans l'œuvre de Giger. Il donne forme au tabou qu'est la sexualité en mêlant pornographie et monstrueux. Sa série Erotomechanics, par exemple, fait du rapport sexuel un paysage biomécanique et surtout propose aux spectateurs des plans rapprochés inspirés des films X. Le problème, bien entendu, c'est que le public n'est pas toujours réceptif. L'œuvre de Giger est donc fréquemment taxée d'obscénité, en particulier son Penis Landscape. La grande visibilité de la toile, qui a été utilisée par le groupe punk The Dead Kennedys, a malheureusement attiré l'attention d'un public réfractaire à ce genre de représentation. C'est que Giger a un rapport décomplexé avec tout ce qui touche à la sexualité. Comme il s'intéresse aux travaux de Freud et s'interroge sur la signification érotique de ses propres rêves, le sexe n'est pas exactement un tabou dans ses œuvres. Au contraire, la pornographie s'y mêle au monstrueux afin de donner forme au tabou. Partout se dressent des phallus et tous les orifices du corps sont représentés. Mais ce qui dérange peut-être le plus chez Giger, c'est la manière dont il représente des corps physiquement dégradés. En juxtaposant ainsi des images de mort, pourriture, armes à feu, etc., à des images de sexe, il associe la mort et la sexualité et amplifie ainsi le sentiment horrifique. Parfois on a même l'impression qu'il cherche à repousser les limites de l'ignoble. Mais moi je dirais que c'est encore et toujours cette volonté de briser tous les tabous autour de la mort, autour du sexe, en donnant corps aux tabous eux-mêmes.
que les créatures de Giger ont en commun avec les créatures de Lovecraft, c'est leur rapport à l'organique. En effet, quoi de mieux pour créer un dégoût viscéral que de projeter l'intérieur du corps vers l'extérieur. Dans l'univers gigerien, l'organique est omniprésent. Os, sécrétions, viscères envahissent les toiles. Et cet organique, Giger n'aime rien tant que de le mêler au métal, créant ainsi le biomécanique caractéristique de son univers industriel. Le résultat de ce mélange entre organique et mécanique, c'est la sensation que les toiles allient des énergies contradictoires. Le chaud et le froid, la chair et le métal, le palpitant et l'inerte, le vivant et le mort. La biomécanique, c'est aussi l'occasion pour l'artiste de nous donner sa vision d'un monde futur. Et cette vision est quelque chose de très post-apocalyptique, où le monde a été ravagé par les excès de la technologie, et notamment du nucléaire. L'homme se retrouve forcé de cohabiter avec la machine, et finit même par fusionner avec elle. Au contact prolongé du corps humain, la machine emprunte des éléments organiques, jusqu'à le devenir complètement, tandis que le corps humain devient un rouage d'une mécanique omniprésente et terrifiante. Jusque dans le traitement des corps, Giger mélange l'approche organique et l'approche mécanique. La représentation des corps à la manière des écorchés est typiquement organique, voire médicale, mais il ressemble aussi à la manière dont on expose le circuit interne d'une machine, l'intérieur du corps devenant ainsi l'enveloppe externe d'un contenu mécanique. La machine est alors le cœur de l'homme, son élément constitutif primordial. L'homme fait corps avec la machine, il est la machine. Et Giger pousse l'analogie très loin. Les os sont représentés comme des pièces mécaniques, en particulier la colonne vertébrale, et les couleurs froides, qui tendent vers le bleu acier et le gris, renforcent l'impression qu'on est face à du métal, et non de la chair. Et toutes ces explorations qu'il a menées dans son art, on les retrouve dans sa création la plus connue, le xénomorphe. Quand Ridley Scott commence la réalisation d'Alien et décide d'engager Giger, la Fox n'est pas exactement emballée. Après avoir étudié les œuvres de l'artiste, les producteurs pensent que c'est trop affreux, trop repoussant pour attirer le public. Et heureusement qu'ils ont quand même laissé Scott l'embaucher, parce que Giger va créer pour lui l'une des créatures les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Giger ne créait pas que le monstre cependant, mais aussi ses multiples évolutions. Le facehugger qui se colle au visage de ses victimes pour pondre ses œufs, le chestbuster, ce bébé alien qui explose la poitrine de son porteur à la naissance, et le xénomorphe taille adulte, ce merveilleux phallus ambulant. D'ailleurs, n'allez pas croire que Giger se limite à sa créature lorsqu'il s'agit de mettre des symboles sexuels partout. Chargé de la conception des décors, il leur impose sa patte artistique, en faisant quelque chose de biomécanique, mais aussi de très connoté sexuellement. Une des actrices du film dira d'ailleurs: les décors de Giger étaient si érotiques, de grands vagins et pénis. C'est comme si on pénétrait dans une espèce d'utérus. C'était viscéral. Dans ces décors, on retrouve d'ailleurs l'alliance du mécanique et de l'organique. Pour l'intérieur du vaisseau du Space Jockey, échoué sur une planète, Giger a utilisé des os frais en provenance d'un abattoir. Alors qu'on s'attend à un abri de métal, on est confus d'y découvrir une apparence très organique. Mais concentrons-nous plutôt sur cette adorable bestiole qu'est l'alien et voyons en quoi elle est sexuelle de A à Z. Le facehugger, tout d'abord, enfonce littéralement sa queue dans la bouche de sa victime, afin de déposer sa semence dans l'estomac. Il est ainsi intimement lié aux notions de perforation et de pénétration. Dès l'apparition du facehugger, le thème sous-jacent du film, le viol, s'explicite, puisque le facehugger procède en quelque sorte à une fellation forcée. Mais on est chez Giger, et ce monstre ne se limite pas au masculin, il renvoie aussi au sexe féminin, puisque le dessous de son corps de pieuvre ressemble fortement à une vulve. D'ailleurs, fait intéressant, pour la scène de dissection du facehugger, de vrais poissons furent utilisés, renforçant l'aspect Lovecraftien, visqueux et dégoulinant, de la créature. Les œufs pondus par le facehugger auront donc vocation à devenir un xénomorphe, et ce dernier est au moins autant bardé de symboles phalliques qu'une cathédrale. Entre sa longue queue, les tubes qui sortent de son dos et surtout sa gueule, lorsque ses lèvres se retroussent, on découvre une rangée de dents métalliques, le mécanique encore et toujours. Puis la gueule s'ouvre afin de laisser sortir une seconde gueule, comme une grosse langue munie de crocs, et dont la forme ne peut que rappeler un pénis. Le sexe de la créature est donc dans sa gueule qu'il utilise pour tuer. On en revient à ce thème récurrent chez Giger, qui consiste à faire des sexes masculins ou féminins des porteurs de mort. À la fin du film, l'alien est dissimulé dans une capsule de sauvetage, où la protagoniste Ripley se croit en sécurité. Elle ne parvient pas à distinguer le xénomorphe qui se confond parfaitement au décor mécanique. Allez, encore une fois, le mécanique et l'organique se rencontrent.
On retrouve une image très similaire dans une série de peintures à l'huile de Giger, où l'être n'est plus qu'une sorte de masse dégoulinante et blanchâtre qu'on distingue à peine de son décor métallique. C'est finalement la bouche qui permet d'identifier cette créature comme étant humaine. Ah tiens donc, une bouche. C'est surprenant. Et voilà qui conclut cette vidéo sur Giger, un cas particulièrement intéressant de collaboration entre les arts du cinéma et les arts plastiques. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le cerveau derrière notre alien préféré. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un peu. C'était pas ça, Jeremy. C'était pas le bon moment. C'était trop tôt, je suis désolée. Oui.